Merci d'être avec nous. Donc c'est la première table ronde. Enfin, en l'occurrence, elle est rectangulaire et je suis tout seul, donc ça peut s'appeler plus une conférence qu'autre chose. Donc merci d'être là. J'ai quelques questions pour commencer, pour qu'on fasse connaissance. Qui parmi vous a déjà entendu parler du binaural? Waouh, formidable. Je ne m'attendais pas à un tel succès. Qui a déjà travaillé en binaural? Presque pareil, super. Qui fait plutôt de la face, du mixage de face en live? Du mixage de retour? Ok. Qui ne travaille pas dans le son du tout? Quand même, d'accord. Bon. On a à peu près donc tous les profils ici, réunis autour de la table. On va donc parler de cette possibilité aujourd'hui de traiter les retours de scène en format, on va dire, en audio 3D, parce que le binaural, c'est juste un outil parmi tout ça. La notion intéressante, c'est plus l'audio 3D. Je vais commencer par les questions. C'est fait. En 2 secondes, je vous présente qui je suis, puisque maintenant je sais qui vous êtes. J'ai été une dizaine d'années rédac chef de Sonomag. Depuis cette année, je suis repassé consultant. J'interviens, je donne des cours à la fac en licence 3 à Chalon, qui est un super campus image et son, où on est très orienté sur le son immersif, le binaural, etc. Et j'interviens comme consultant associé dans une société qui s'appelle 192K, qui est un bureau de conseil en solutions électroacoustiques. Et j'ai sorti 2 bouquins récemment, un sur la prise de son et un sur la sonorisation. Je ne vous parlerai plus de moi. La qualité des retours, que ce soit, on ne parle pas là de binaural ou d'autre chose, ou d'audio 3D, quel que soit le format dans lequel on va mixer nos retours, la qualité des retours, tout le monde est d'accord pour dire que c'est une part fondamentale du confort des artistes sur scène. Donc, normalement, une bonne raison que le concert ou le spectacle se passe bien, si les artistes sont dans le confort, en général, ils vont délivrer une prestation qui va être bien meilleure que s'ils sont malheureux. Toute la démarche qu'on va essayer de comprendre maintenant pour tendre vers le mixage des retours en audio 3D va vers là. On améliore le confort des artistes, donc potentiellement, on va obtenir une meilleure prestation, donc une prod contente, donc des techniciens peinards. En gros, si on va un petit peu plus loin, je ne pouvais pas l'écrire, mais entre nous, c'est ça, quoi. La prod est contente, donc on a une paix royale. Historiquement, on a fait du mixage de retour en mono. On continue toujours, hein, je pense que 80% des retours sont aujourd'hui en mono, que ce soit en wedge, comme ici. On a un gros retour qui se consacre au chanteur, qui est ici. Ça, c'est à l'île de la Réunion, au festival Sakifo. Le but, c'est avant tout d'être efficace. Le musicien veut entendre sa voix, et puis, je ne sais pas, la basse ou le pied de grosse caisse ou quelque chose. Eh bien, on va se débrouiller pour qu'il entende ça convenablement. Une précaution, je ne suis pas du tout ingé mix retour, donc je vais peut-être dire des grosses bêtises quant au mixage des retours. Il y a peut-être des choses que vous ne feriez pas du tout comme ça. Le but là n'est pas de montrer comment on mixe des retours, mais d'expliquer comment on arrive au mixage 3D. Hein. Donc ne vous offusquez pas et n'allez pas raconter à tout le monde que j'ai dit des âneries sur les mixages retours, hein, parce que je vais sans doute en dire. Donc au début, on se retrouve avec ça, on se retrouve avec un certain nombre de sons, c'est tout à fait arbitraire. Hein. On a choisi, on a une basse, on a un pied de grosse caisse, on a une voix, une guitare et un clic. À partir de ça, on se retrouve devant sa console et on doit gérer ces différents sons pour les différentes demandes des musiciens. Sur quels paramètres peut-on jouer avec ces sons-là? On va tout d'abord se consacrer au niveau. Tout d'abord, c'est peut-être la première bêtise que je dis, hein, c'est peut-être pas par ça qu'on commence, mais disons que c'est une des variables qu'on peut toucher. Le niveau, on va ajuster les sons entre eux, on peut mettre plus fort, moins fort. Le chanteur veut sa voix assez forte, il veut un petit peu de kick, il veut la guitare parce que ça lui donne une référence rythmique, il veut le clic pour être en place, il veut la basse pour l'harmonie. Bon, on lui fait son équilibre, il lui dit plus de ça, moins de ça, etc., etc., et on équilibre.
La deuxième variable qu'on va pouvoir ajuster, c'est une notion spectrale. On a l'ensemble de nos bandes de fréquences disponibles et chaque instrument, chaque source va occuper une portion de ce spectre et on va être capable de choisir de baisser certaines parties du spectre, certaines fréquences, d'en monter d'autres pour imbriquer au mieux, au sens spectral du terme, en termes de fréquence, pour imbriquer au mieux les sons entre eux. Et on va avoir une deuxième possibilité de rendre les choses beaucoup plus intelligibles. Au final, on en sera toujours à quelque chose comme ça. C'est-à-dire qu'on aura tout un tas de sons qu'on devra faire passer par un tout petit tuyau et qui vont alimenter notre retour, que ce soit un retour wedge, comme on a vu sur l'exemple de la photo à l'île de la Réunion, un haut-parleur, ou que ce soit un retour ear monitor des écouteurs. Dans les deux cas, on est dans le même cas de figure. On doit empiler énormément de choses dans un tout petit tuyau. Avant tout, ce qu'on va rechercher, c'est l'efficacité. On n'est pas là pour faire de l'esthétisme, on est là pour que le musicien entende ce qu'il a besoin d'entendre, et ça s'arrête là. Si c'est beau, tant mieux, mais ce n'est pas du tout la priorité, ce n'est pas ce qu'attend le musicien. Le musicien, c'est un professionnel, il a une prestation à faire, s'il loupe une partie, il va se faire sermonner, c'est un euphémisme, par son leader, par la prod. Donc on est là pour lui diffuser ce dont il a besoin. Et la tendance en mixage mono, pour se rassurer, c'est de mettre fort. Alors pas forcément à l'initiative de l'ingé son, hein, mais souvent à la demande de l'artiste. L'artiste va demander du niveau pour se rassurer par rapport à ce qu'il entend. Donc on est dans une situation qui n'est pas confortable pour plein de raisons, parce qu'on approche de l'accrochage, parce qu'on pollue le plateau, parce qu'il y a beaucoup de raisons qui rendent les choses difficiles à gérer. Mais c'est la demande de l'artiste. Il veut entendre ce qu'il a besoin d'entendre et tout est bon pour ça. On diffuse donc fort. On a la deuxième étape qui va être la stéréo. On va retrouver les mêmes sons. On a choisi nos 5 sons identiques. On va retrouver notre même possibilité de gérer les niveaux. Ça ne change pas. Qu'on soit en mono ou en stéréo, on a la possibilité de mettre certains sons plus forts, moins forts, etc. On a la possibilité, évidemment, de traiter le spectre sonore, mettre certaines fréquences plus fortes, d'autres plus faibles, etc. Donc ça ne change rien par rapport à notre mixage mono. Ce qui va changer, en revanche, c'est, vous vous en doutez, la possibilité d'élargir le mixage. Je vais vous faire écouter 2 sons différents. On va les écouter plusieurs fois. Tous les spectacles de la musique animée répertoriés au cours de l'histoire de l'humanité se sont déroulés avec du accompagnement sonore. Alors là, vous dites, ce mec est fou, il nous fait écouter des trucs, on ne comprend rien. Je vais vous faire écouter la deuxième version de ce son. Et vous choisissez, que vous soyez à gauche, à droite, ça ne change rien. Vous choisissez de vous focaliser, focaliser votre attention sonore, soit sur l'enceinte de droite, qui est là, soit sur l'enceinte de gauche, qui est là. Au choix, vous faites ce que vous voulez. Les sons sont exactement les mêmes, c'est au même niveau, les corrections sont les mêmes, c'est tout pareil, il y a juste un paramètre qui change. Je vous fais écouter la deuxième chose. Tous les spectacles de la musique animée répertoriés au cours de l'histoire de l'humanité se sont déroulés avec du accompagnement sonore. On fait le contraire, vous essayez, si vous écoutiez l'enceinte de droite, vous écoutez celle de gauche, et inversement, c'est le même contenu. Tous les spectacles de la musique animée répertoriés au cours de l'histoire de l'humanité se sont déroulés avec du accompagnement sonore. Qu'est-ce que j'ai fait? J'ai tout simplement balancé un de mes sons à droite, un de mes sons à gauche. On commence à faire appel aux capacités psychoacoustiques du cerveau, qui est d'être capable de discriminer des sons suivant d'où ils proviennent. C'est ce qu'on appelle, vous avez sans doute entendu parler de cette histoire-là, l'effet cocktail. Une personne qui entend 3 phrases venant du même endroit, autrement dit la mono qu'on avait tout à l'heure, hein, puisque c'est le premier signal qu'on a écouté, c'était de la mono, les deux phrases étaient mélangées l'une à l'autre. Une personne qui écoute le signal venant de face
à lui, ça va être très compliqué de distinguer les sons les uns par rapport aux autres. Or, un musicien qui est sur scène, il va avoir envie de distinguer la voix de la guitare, de la basse, etc. Alors vous allez me dire, ce n'est pas les mêmes types de sons, ça va l'aider, etc. Oui, toujours est-il que dès lors qu'ils sont tous mélangés en un seul signal, c'est plus compliqué. Dans notre dessin de droite, on a simplement pané les voix, on en a mis une à gauche, une au centre, une à droite. De cette façon-là, alors j'avais essayé, j'ai la version avec 3 voix, mais voyant la configuration, les enceintes très rapprochées et l'audience assez éloignée, j'ai supprimé la voix centrale. Ça aurait été compliqué d'entendre. J'ai fait des essais, ça ne marchait pas bien. Mais avec 3 voix, dès lors que vous êtes dans une situation d'écoute standard, ça fonctionne aussi très bien. On est capable, en se focalisant un petit peu sur un côté, l'autre, voire le centre, de distinguer complètement le sens de ce qu'on entend, alors que dans la version mono, on n'était pas capable de le faire. On a la discrimination du cerveau qui fonctionne très très bien. On va voir après comment le cerveau est arrivé à discriminer les sons. Donc vous l'avez compris, la notion qu'on a ajoutée, l'outil qu'on a ajouté, c'est le panoramique, qui est présent sur chaque console stéréo. Et on va pouvoir choisir pour chaque son de les placer où on veut. Par exemple, ma voix qui est ici, je n'ai pas représenté de dessin du panoramique parce que la voix souvent est au centre. C'est quelque chose dont a besoin à peu près tout le monde sur scène, donc elle reste au centre. J'aurais pu mettre un petit bouton avec un trait vertical, mais j'ai pas beaucoup la place de faire ça. J'ai considéré que la basse, c'était pas... Là aussi, ça peut être des grosses bêtises, hein, mais bon. J'ai considéré que la basse, ça n'était pas nécessaire de la panoramiquer beaucoup, dans la mesure où on a du mal à distinguer la provenance des sons graves. Donc pourquoi les mettre à gauche si on ne va pas être capable de tellement entendre ça? Mon clic est important aussi, mon repère de tempo, donc je le laisse relativement centre. Et puis ma guitare qui est rythmique, je vais choisir de la mettre complètement à droite. Ça va être un endroit où le musicien va être capable de très très bien le localiser. Ça ne va pas gêner, c'est pas besoin de le mettre fort. Et ça se différencie complètement des autres sons. Pareil pour mon kick, mon pied de grosse caisse, je le mets complètement à gauche, c'est un autre support rythmique. Et comme ça, je me dis que je vais aider mon artiste à entendre tout ce qu'il a besoin d'entendre distinctement. Comment ça fonctionne, cette histoire-là? Les panoramiques sur les consoles sont dits d'intensité, sur la plupart. C'est pareil, je vais pas pouvoir parler de tous les types de panoramiques, donc les panoramiques de phase, les choses comme ça, ça existe, on le sait tous, mais en 1 heure, on ne peut pas parler de tout. Donc on parle des panoramiques d'intensité, on parlera un petit peu après des notions de différence de temps, mais juste en éludant. Le principe est le suivant, si j'ai un signal qui arrive au même niveau des 2 sources, ici, mon cerveau va générer une image fantôme au centre et va localiser le son en face. Si j'augmente le niveau du signal sur la droite, et donc que je diminue sur la gauche, par effet de conséquence avec le panoramique qui est ici, mon cerveau va dire le son provient de la droite, je l'entends plus fort à droite, donc il provient forcément de la droite. C'est une capacité psychoacoustique du cerveau, c'est comme ça que fonctionnent les panoramiques. Le panoramique d'intensité. Si on veut aller un petit peu plus loin dans cette idée-là, on retrouve notre tête ici, on retrouve notre source sonore à droite. La tête, alors là je parle de cas de sources diffusées, de sources naturelles ou de sources diffusées avec une enceinte acoustique. Hein. Ce n'est pas le cas avec un casque. De sources naturelles ou diffusées avec une enceinte acoustique. La tête qui est ici va faire un masquage du signal. Mon son vient de droite, va arriver à l'oreille de droite en champ direct et va être masqué par l'écran que constitue la tête avant d'arriver à l'oreille de gauche.
le spectre va changer, le signal va être coloré ici, il va manquer des choses, et ça va aider le cerveau aussi à déterminer à quel endroit se situe la source. Si on résume nos deux cas de figure entre mono et stéréo, notre tour mono, on a un son frontal, on n'a pas beaucoup le choix, on se débrouille pour empiler, pour faire rentrer tout au chausse-pied comme on peut. En stéréo, là on a mis le cas de retour de scène, de retour haut-parleur. En stéréo, on a ouvert notre champ sonore. On est capable de choisir où on place le son entre complètement à gauche et complètement à droite. Je ne vais pas au-delà pour l'instant de l'axe des oreilles. Hein. L'intérêt de la stéréo par rapport à la mono, c'est clairement d'être capable d'augmenter l'intelligibilité des signaux. En mettant moins fort qu'avant, moins fort qu'en mono, du fait que le cerveau va être capable de dire bah tiens, je vais chercher ma guitare, donc je sais qu'elle est là, je vais l'écouter là, et je vais entendre principalement ma guitare. Je sais que mon kick est là, je vais l'écouter là, donc je vais entendre principalement mon kick. Et suivant ce dont j'ai besoin, comme on a fait tout à l'heure avec notre écoute des deux phrases, j'ai besoin d'écouter la phrase de droite, je vais chercher, je vais dire à mon cerveau, écoute que de là, que ce qui vient de là. Et mon cerveau est capable, parce que depuis qu'on est né, on écoute du son en 3D 24 heures sur 24, donc à force, on a appris toutes ces solutions pour aller chercher les sons où ils sont. Le musicien, c'est pareil, sur scène, il entend ça, il a besoin d'aller chercher précisément avec son cerveau un son, il va le localiser, ce qui était complètement impossible de faire en mono, évidemment. Je vais aussi pouvoir mieux hiérarchiser mes sons. On sait que des sons qui viennent de l'avant sont plus mis en valeur, des sons qui viennent du côté peuvent être plus alertants, c'est-à-dire que ce n'est pas naturel d'avoir un son qui vient subitement du côté. Dans notre cerveau historique, dans notre cerveau reptilien, c'est plutôt un signe d'alerte d'avoir un son qui vient sur le côté. Donc on est capable de hiérarchiser comme ça, d'apporter une couche psychoacoustique au mixage des retours. Et au final, on peut diffuser beaucoup moins fort. Ça, c'est aussi un gros intérêt. On va être capable d'obtenir un signal intelligible en étant beaucoup moins fort pour chaque musicien. Et à terme, c'est important. On va aller au-delà maintenant. On a travaillé sur l'avant ici, le plan avant des oreilles. On va essayer de voir comment est-ce qu'on pourrait utiliser tout ce qu'il y a autour. Tout ce qu'il y a autour, c'est l'arrière de notre tête. Pour l'instant, on exploitait la zone gauche et la zone droite. L'arrière de notre tête, mais aussi le dessous du plan des oreilles et le dessus du plan des oreilles. On arrive... Alors 360, c'est peut-être un petit peu ambitieux parce que 360, il faudrait aussi couvrir le bas de la sphère. On verra ou on verra pas, mais je vous le dis que ça n'a pas de sens d'exploiter le bas de la sphère. On localise très mal les sons qui sont en bas. Mais on va voir comment est-ce qu'on peut intervenir pour exploiter l'ensemble de cette partie. Là, il y a eu la partie un petit peu technique. On est dans le cas d'un son, la source peut être ici ou ici. On a un son qui est à même distance des oreilles, que ce soit à l'avant ou à l'arrière. On a un son qui est dans l'axe de la tête. Ce son-là va produire le même signal ici que ici. Ce son-là, qui est le même que celui-là, j'aurais dû mettre les mêmes couleurs, ce son-là va produire le même son ici que ici. C'est la même distance, c'est la même atmosphère, il n'y a pas d'obstacle, on est exactement dans les mêmes cas de figure. Donc comment notre cerveau va être capable de distinguer un son identique qui serait devant nous à 2 mètres et derrière nous à 2 mètres? A priori, ça paraît compliqué. Sauf qu'on est hyper bien équipé, on a des pavillons sur nos oreilles. Il se trouve que nos pavillons d'oreilles sont les choses les plus dissymétriques imaginables. Je ne sais pas quel bureau d'études a conçu ces pavillons, mais il est balèze. Et on voit qu'un son qui va arriver sur l'oreille de l'avant va se retrouver confronté à
un pavillon qui a une forme vue de l'avant complètement différente de la forme vue de l'arrière. De la même façon, un son qui vient du haut va se retrouver face à une forme de pavillon complètement différente d'un son qui vient du bas. Le pavillon de l'oreille, en fait, fait office de filtre spectral. Chaque son, suivant la direction d'où il vient, en tapant sur ces différentes parois, en passant par les différents orifices, etc., va être transformé par un filtrage en peigne, forcément. Ici, on a des courbes qui représentent ce que peut donner le filtrage d'un même son, suivant que le son arrive du haut. Le filtrage du pavillon, c'est la petite courbe bleue qui est là. Le même son qui arrive de l'avant, le pavillon va induire un filtrage de ce type-là. Les échelles sont énormes, hein. Ici, ça joue sur quasiment 20 dB. Les variations jouent sur quasiment 20 dB. Ici, ça joue sur c'est bizarre, les graduations ne sont pas en phase des traits. Enfin, oui, ils sont pas en phase des traits, mais bon, ça va faire une douzaine de dB aussi. Les pavillons, c'est ce qui va nous permettre de faire la différence entre des sons qui sont à l'avant, à l'arrière, au-dessus ou au-dessous, avec les mêmes angles. Chaque angle de provenance d'un son va induire un filtrage différent. Et au fil des années, notre cerveau a appris à mémoriser l'ensemble des filtrages par rapport à des sons, par rapport aux directions des sons. On est dans la rue, on a une voiture qui passe, on la voit, on l'entend, et notre cerveau se dit « Tiens, ça c'est le son d'une voiture que j'entends, et j'ai vu que la voiture passait de là à là, le son a changé comme ci, comme ça, et donc je mets en mémoire cette information de variation du son. » Et comme on fait ça depuis, alors certains sont plus jeunes que d'autres, mais depuis entre 20 et 70 ans, à force, on a une base de données de filtrage qui est gigantesque et qui nous permet instantanément de se dire, ben voilà, tel son, tiens, c'est un chien, et ben je me souviens, c'est inconscient évidemment, hein, je me souviens que j'ai déjà entendu un chien de ce type-là et qu'il était à tel endroit, et donc j'en déduis que le chien que j'entends aujourd'hui comme ça, il doit être à peu près au même endroit. C'est comme ça que fonctionne la localisation des sons. Il y a un nom savant pour l'ensemble de ces filtres. C'est les HRTF, donc les fonctions de transfert de l'oreille. Donc je vous l'ai dit, chaque direction de son, chaque provenance de son, chaque mouvement de son correspond à un filtre différent. Tout ça, c'est marqué. Ces informations de HRTF vont compléter les informations de différence d'intensité dont on a parlé tout à l'heure. Et on va là brièvement parler d'un autre type d'informations qui sont les informations de différence de temps. C'est évidemment des paramètres qui vont être exploités dans le mixage 3D. De la même façon qu'un son qui va être plus à gauche va être ressenti plus fort par l'oreille gauche que l'oreille droite, un son qui va être plus à gauche va arriver à l'oreille gauche avant d'arriver à l'oreille droite. Ça, c'est les notions de différence de temps. On a un delta T entre les deux temps de propagation du son dans l'air. Et le cerveau va utiliser ces notions-là pour être capable d'affiner la localisation des sons. On est extrêmement précis. Un son qui est complètement latéral ici, donc c'est la plus grande dimension possible dans la différence de temps entre les deux oreilles. On arrive à une différence de temps de temps de déplacement du son, je ne trouve plus le mot, c'est pas grave, maximum de 0,6 millisecondes. Donc on est entre 0 et 0,6 millisecondes de delta T possible. Donc notre cerveau est capable de gérer des informations de microsecondes pour obtenir les informations de localisation du son. Dans les processeurs qu'on va voir à partir de maintenant, évidemment, ces notions-là sont exploitées. On rentre dans la partie binaurale de notre aventure.
L'écoute binaurale, ce qui signifie exploiter tous ces filtrages dont on a parlé pour localiser les sons à 360, ne fonctionne qu'avec des casques ou des écouteurs. Avec des enceintes, on a une interaction entre les deux ondes acoustiques des deux enceintes qui fait que le résultat n'est pas probant, on n'arrive pas à distinguer. Le principe transoral des enceintes n'est pas compatible avec l'écoute binaurale des signaux. Donc à partir de là, on va basculer dans des solutions exclusivement d'écoute au casque. Ce qui tombe assez bien, puisque dans les retours aujourd'hui, il y a quand même une grosse, en live, il y a quand même une grosse proportion de personnes qui écoutent avec des in-ear monitors. Hein. On voit de plus en plus d'artistes qui choisissent d'avoir des écouteurs parce que ça les isole complètement de l'extérieur, parce qu'ils peuvent bouger, parce que ça fait moins de niveau sur scène, moins de pollution. Il y a plein de raisons pour ça. C'est aussi plus précis, il y a plein de bonnes raisons. Le principe va être à peu près le même qu'en mixage mono ou stéréo. On va retrouver nos sons. Ce sont les mêmes sons que tout à l'heure. Et au lieu de les envoyer dans un panoramique gauche-droite, pour faire simple, on va les envoyer dans un panoramique audio 3D. C'est-à-dire un générateur de fonctions de transfert, d'HRTF, qui va être capable, à partir du son et d'une information, je veux le placer à tel endroit, de filtrer le signal pour donner l'illusion à notre cerveau que le signal vient de l'endroit où on a décidé qu'il serait. C'est ni plus ni moins que cette chose-là. Ces signaux filtrés sont mélangés électriquement et on les envoie vers les ears. Cette partie-là n'a pas changé, c'est la console. Cette partie-là n'a pas changé, on utilise exactement les mêmes ears que pour faire toute autre chose, voire même un casque audio. Ça marche avec des écouteurs d'iPhone, ça marche avec ce qu'on veut. Hein. L'amplification ou la liaison HF est la même. Il y a juste à implanter ces panoramiques 3D. Ça existe sous forme logicielle. Vous pouvez très bien mettre ça dans des stations direct-to-disc sans difficulté. On va parler maintenant d'une solution qui existe, qui est une solution soft et hardware, qui a été pensée. C'est la première solution, je dirais, qui est vraiment exploitable facilement par tous, sans bousculer le workflow, et qui fonctionne, qui est très intuitive. Et ça s'appelle la solution Klang. La partie génération de HRTF, c'est dans la boîte qui est là. Et sur l'interface utilisateur, on va voir qu'il y a plusieurs types d'interfaces utilisateurs possibles. Sur l'interface utilisateur, on va tout simplement, avec l'écran tactile, positionner les sons où on veut. L'interface utilisateur ressemble à ça. On retrouve notre tête et on retrouve l'ensemble des sons qui correspondent ni plus ni moins aux sorties directes de la console. C'est une console comme toutes les consoles que vous connaissez. Vous avez les sorties directes de vos tranches qui alimentent le processeur et vous choisissez de mettre votre caisse claire devant, votre piano ici. Alors, vous gérez les sons mono et les sons stéréo. Où est-ce que je peux trouver un son stéréo? Je pense que piano 1, piano 2, c'est un son stéréo. Donc vous gérez aussi les sons stéréo. Vous placez tout autour de votre auditeur. Vous avez la possibilité évidemment au casque vous-même d'entendre ce que vous faites et de vérifier, de contrôler. Vous avez, après on parlera des sons qui sont là, en fait, qui paraissent être au-dessus de la tête, mais ça tombe bien parce qu'ils sont au-dessus de la tête. Le principe de ce type de solution s'intègre, je vous le disais, dans n'importe quelle configuration audio. Alors il y a un Otari Radar 2, je n'avais pas vu, mais ça c'est ça à mon âge, c'est vous dire. Mais on voit qu'on est là dans une configuration avec du matériel volontairement daté. La solution Klang va pouvoir s'intégrer dans n'importe quel type de configuration à partir du moment où tout le reste de la chaîne audio est exactement la même. On remplace juste le panoramique par un panoramique 3D. Le workflow se passe comme ça.
La console de mix, la même que d'habitude. Les sorties directes que j'envoie dans mon encodeur binaural. L'interface utilisateur qui dialogue avec l'encodeur. L'interface qu'on a vue, c'était par exemple l'iPad qui commandait l'encodeur. Et puis l'encodeur qui délivre les signaux aux différents ears de chaque musicien. Je vais vous parler maintenant du travail qu'a pu faire Klang sur l'intégration de ces solutions directement dans les consoles. Parce que vous allez me dire, c'est bien beau, mais je vais pas prendre ma console, rajouter encore des trucs, c'est compliqué. J'ai bien envie de retrouver mon panoramique directement sur ma console. Eh bien, c'est possible. Bon, il se trouve que Klang a été racheté par Digico il y a 1 an ou 2, donc ça aide forcément pour faire ce pas. Certains reconnaîtront l'écran d'une Digico. À la place du panoramique tout bête, gauche-droite, tel qu'on avait jusque-là, on a donc notre petite tête qui apparaît et notre son que l'on peut faire tourner, qu'on peut placer où on veut pour que le musicien l'entende où il a besoin de l'entendre. Je vous parlais tout à l'heure des sons qui étaient au-dessus de la tête. On a ici un réglage d'azimut, c'est-à-dire la possibilité de faire tourner le son autour de la tête au niveau des oreilles, mais on a aussi une notion d'élévation. Ce qui signifie que je peux venir monter le son et après le tourner, ou le tourner et après le monter, donc j'ai vraiment accès, ou le descendre. J'ai vraiment accès à l'ensemble du tour de la tête. C'est pas la peine de le baisser trop, je suis même pas sûr que ce soit possible, à mon avis c'est bridé en dessous de 15%, 15 degrés en dessous du plan des oreilles, ça commence à être très très compliqué, on ne sait plus trop quoi faire du son, on n'entend plus trop la localisation. Sur vraiment le haut de la tête, c'est pareil, c'est compliqué, mais on peut travailler sur plus 30 degrés, moins 15 degrés, sachant que des études ont été faites. Si on veut que l'attention soit la plus facile à attirer de quelqu'un par rapport à un son, l'endroit où il faut le placer, c'est devant soi, un petit peu au-dessus. Un son qui vient d'ici, c'est très facile de le percevoir et de le capter. Après, je vous parlais tout à l'heure des sons d'alerte. Si on place un son derrière, ça va être un son qui va être stressant. C'est-à-dire qu'on peut choisir de placer un micro d'ordre d'alerte, de le placer derrière le musicien, derrière la tête. Dès lors que ce son arrivera, le cerveau se dira il y a quelque chose de pas normal. J'écoute ce qui se passe derrière et j'interviens, je fais ce qu'il faut. Donc on peut accéder à tout un ensemble de notions psychoacoustiques qui ne sont pas exploitables ni en mono ni en stéréo avec la gestion à 360 des sons des retours. Le workflow, dans ce cas-là, est un tout petit peu différent. On retrouve quand même beaucoup de ce qu'on avait vu tout à l'heure. La grosse différence, c'est ici. C'est qu'en fait, il y a une interaction entre la console et le processeur. On a vu que l'interface utilisateur était directement intégrée sur l'écran de la console Digico. Eh bien, c'est ça, c'est cette commande-là. Tout se passe en OSC. Et on commande directement le processeur à partir de notre console, comme on l'aurait fait avec un panoramique stéréo standard. Pour la petite histoire, les encodeurs Klang acceptent tous les formats usuels. J'ai pas mis la date, il y a aussi la date, mais bon, la date, je vois moins ça en live. Tous les formats audio usuels, donc il n'y a pas besoin de changer de console, ça s'adapte très très bien. Et après, donc, on envoie nos signaux vers nos retours. De cette façon-là, on peut choisir, on retrouve les signaux de tout à l'heure, on peut choisir non plus de répartir nos signaux de la gauche à la droite ici, mais vraiment de venir les placer absolument où on veut. J'ai choisi de mettre le clic à l'arrière. Le clic, je considère que, en l'occurrence, que c'est quelque chose qui doit être alertant pour le musicien, donc je le place là. Le kick, c'est pareil, je me dis tiens, j'ai besoin que ça soit bien là, je le mets ici. La voix, ça reste toujours devant
Comme je vous disais, l'idéal, c'est de mettre devant un petit peu plus haut, comme ça on est tranquille. Voilà, on peut faire ce qu'on veut, il faut faire des essais. Il y a une chose qui est importante, c'est une solution qu'il ne faut pas forcément amener sur une scène du jour au lendemain. Comme je vous le disais au début, les musiciens sont là pour... c'est des professionnels, ils sont là vraiment pour faire quelque chose. Ils ont une obligation de résultat, les musiciens de scène. Donc si vous leur dites du jour au lendemain, bon écoute, moi j'ai trouvé un truc terrible, je vais te mettre tes retours en binaural, tu vas voir, c'est le jour et la nuit, ça va être le rêve, ça va avoir tendance à le stresser plus qu'autre chose. L'idéal, c'est quand même d'arriver à le convaincre progressivement en disant, écoute, je vais te rajouter un petit truc, ou même rien lui dire du tout, je vais te rajouter quelque chose, et par exemple, travailler sur les effets à l'arrière de la tête, aérer le mixage, et lui conserver ses repères habituels. Ou alors, petit à petit, dire, tiens, ça c'est un instrument qui est un peu plus subalterne, bah, je vais faire quelque chose dessus, tu me dis si ça te va, etc. Tu écoutes. Et au fur et à mesure, il va y avoir une acceptation du processus. Révolutionner l'environnement du musicien du jour au lendemain, ça risque d'être compliqué. Autre solution, lui donner la main, avec tous les risques que ça présente, on est d'accord, hein. Mais potentiellement, le processeur peut être commandé par X interface tactile, et le musicien peut choisir lui-même de faire ses répartitions, ses niveaux, un peu comme ça se fait aujourd'hui en mono ou en stéréo, hein. C'est possible avec les processeurs Klang. Bon, à voir. Si vous voulez plus d'infos sur les processeurs Klang, si vous voulez écouter des choses, vous retrouverez sur le stand DV2. J'ai pas d'action là-bas, hein, mais voilà. Vous trouvez sur le stand DV2, vous demandez Laurent ou Claude et ils feront un plaisir de vous expliquer tout ça. Si on fait un bilan de ce qu'on a changé et pas changé, on va s'apercevoir qu'on n'a pas changé grand-chose par rapport à notre configuration standard. La console, c'est la même, les IR, les mêmes. Les liaisons, c'est tout pareil, que ce soit du filaire, du HF, tout ça, on ne change rien à tout ça. La technique de mix en soi, ça ne change pas. Il y a les mêmes principes, ça ajoute juste une dimension. Évidemment, il nous faut un encodeur binaural. Et pour entendre le résultat, on ne peut pas se contenter du wedge qui est posé par terre et puis qu'on utilise en retour. Il faut obligatoirement aussi passer par des IR. Et comme ce que je vous disais tout à l'heure, il faut convaincre les artistes. Et à partir de ce moment-là, une nouvelle dimension s'ouvre. J'ai fait des auto-questions. C'est-à-dire, plutôt que de vous donner la parole tout de suite, je pense que les 3 ou 4 questions auxquelles je vais répondre maintenant, vous me les auriez posées. Peut-on mélanger dans les IR du binaural avec des sons mono ou stéréo? Alors pourquoi cette question? Parce que, comme tout processeur, le processeur binaural rajoute de la latence. Et la latence, c'est l'ennemi du live. On va rajouter 0,3 millisecondes, 0,6 millisecondes, quelque chose comme ça de latence. Il peut arriver que des musiciens en musique classique ou dans des univers comme ça un peu touchy disent mais moi je veux pas de ton truc parce que c'est en retard, ça arrive trop tard. On peut très bien décider, dans les digicos on peut le faire directement tranche par tranche, on peut très bien décider que tel son passe directement dans le mix sans passer par le processeur binaural. Donc pour chaque son on peut choisir d'avoir un traitement binaural ou alors une liaison directe qui chinte du coup la latence ajoutée par le processeur binaural. Au final, on mélange des sons qui sont mono, qui sont stéréo, qui sont binauraux et rien ne s'atténue mutuellement, ça fonctionne. Tout ça va dans les mêmes 2 canaux. Au final, on ne parle plus de stéréo, on parle d'un son de 2 canaux. Tout ça va dans les mêmes 2 canaux et puis se retrouve au niveau du décodage du cerveau. Ce qui est mono va s'entendre en mono, ce qui est stéréo va s'entendre en stéréo, ce qui est binaural va s'entendre en binaural. Donc il n'y a pas de contre-indication à mélanger tout ça ensemble dans 2 canaux de IR. C'est même
ça peut même être très utile dans les cas que je vous ai cités. Autre question, que donne un mix-down stéréo ou mono d'un mixage binaural? On peut se dire, voilà, moi je suis sur une tournée, mon processeur binaural tombe en panne ou il y a des problèmes, je veux pouvoir basculer sur une solution de repli, je ne veux pas avoir besoin de refaire tous mes mix, etc. Le mix-down fonctionne, il n'y a pas de bidouille à faire. Ce n'est pas pour autant qu'il ne faudra pas retoucher le mix, parce qu'on risque de trouver des choses un petit peu étranges, mais un mix-down stéréo, enfin c'est même pas... oui, si c'est un mix-down. Un mix-down stéréo d'un mix binaural s'entend tout à fait. Il n'y a pas de problème à faire ça. Même si, je vous dis, il faudra retoucher des choses parce que parfois on a des histoires de phases qui sont très très curieuses quand on écoute du binaural en stéréo. Autre question, peut-on associer des ears en binaural avec des wedges mono ou stéréo ou des subs? La réponse est oui, tout à fait. Il n'y a aucune contre-indication à ça. Encore une fois, ça ne va pas anéantir le travail audio 360. On va très bien pouvoir avoir une écoute en binaural de son et un complément, je pense à un batteur par exemple, un complément avec un gros sub à côté du batteur, sans que ça ne nuise du tout, à condition que les ears soient bien isolés, évidemment. Il ne faut pas qu'il y ait une pollution acoustique, mais à partir du moment où il n'y a pas de pollution acoustique, ça ne nuit absolument pas. On peut rajouter tout ce qu'on veut, des butt kickers, les trucs qui donnent les transmissions solidiennes, tout ce qu'on peut imaginer, on peut le rajouter. Est-ce qu'on peut prendre notre mix binaural, faire une réduction mono et l'envoyer dans le sub? Ça, il faut essayer. Je ne suis pas super convaincu. Il faut sans doute faire un traitement un petit peu spécifique pour les subs, mais de toute façon, on le faisait avant déjà, donc c'est pas un vrai problème. Je vous ai préparé, après les questions, vous aurez un flashcode que vous pourrez photographier, qui donne sur une démo avec un multipiste, sur une démo de l'encodeur binaural Klang, où vous pouvez agir dessus, faire votre propre mix et tout écouter, tout faire. Ici, ça n'avait aucun sens de vous diffuser la démo puisque vous n'auriez rien entendu, c'était sur des enceintes. Mais vous pourrez le faire avec vos écouteurs. Je vous laisserai flasher le code si ça vous intéresse après. Mais avant ça, est-ce que vous avez des questions? Je ne dis pas que je pourrais répondre à tout, mais est-ce que vous avez des questions? Ah si, je vais rajouter quelque chose. Il y a une option sur le Klang qui est intéressante, qui n'a pas encore été exploitée tellement aujourd'hui, qui est une option de tracking, c'est-à-dire la possibilité d'associer, de mettre un capteur sur le musicien, de façon à ce que lorsqu'il tourne la tête, en fait, la scène sonore reste complètement cohérente avec la scène réelle, comme s'il écoutait sans écouteur. Actuellement, vous avez le mixage, je ne sais pas, j'ai mon guitariste à gauche, mon pianiste à droite, mon batteur derrière. Si je me retourne, eh ben, je me retrouve avec les musiciens à l'envers par rapport à la scène physique. Avec l'option, c'est pas une option, c'est dans l'encodeur, mais il faut un tracker pour le coup. Avec le tracker, lorsque vous tournez, ben, en fait, la scène sonore reste exactement conforme à celle de la réalité. Donc voilà, c'est ce que je voulais rajouter. Est-ce que vous avez des questions? Il y a même un micro pour ça que je vais ouvrir. Qui a des questions? Ah, Monsieur Brizard. Salut Axel. Salut. Oui, j'ai deux questions, des sujets différents. Selon toi, tu présentes Klang parce qu'effectivement aujourd'hui c'est le seul produit qui fait ça pour les ears. Mais selon toi, est-ce que des processeurs comme ceux de L-Acoustics, de DNB ou d'autres logiciels un peu adaptés pourraient devenir d'autres propositions pour faire du ear monitor? Alors pour moi, on n'est pas dans le même type de solution. C'est-à-dire que je pense qu'il n'y a pas de lien entre le binaural et une diffusion ELISA ou une diffusion Soundscape. Dans une diffusion Soundscape ou ELISA, on recrée un champ sonore à travers un certain nombre d'enceintes, un champ sonore conforme à une scène, avec pas du tout les mêmes procédés qu'en binaural, où en fait on se contente de localiser des sons autour d'un point d'écoute. Donc
pour répondre complètement à ta question, ça peut peut-être s'adapter, sûrement. Ces gens-là ont plein de talents, mais actuellement, c'est pas du tout le même objectif. Alors la question vient du fait que SPAT, Révolution de l'IRCAM, propose un peu les deux. Il y a des outils de binauralisation et des outils qui permettent de spatialiser sur des enceintes. Donc alors du coup la question c'est est-ce que SPAT peut être une alternative à Clang selon toi? Absolument. Il y a plusieurs solutions logicielles qui existent et qui fonctionnent bien. Pour moi, actuellement, le Clang, c'est la seule solution qui est, on va dire, plug and play. On sort du carton, on branche et ça marche. On peut parler d'Elisa et de Clang 2 minutes, dans le sens où il existe actuellement la possibilité d'utiliser le Clang pour écouter une configuration ELISA. C'est-à-dire qu'il y a une modélisation binaurale de la diff ELISA qui a été intégrée dans le processeur Clang. Pour en avoir discuté avec différentes personnes, des gens de L Acoustique haut placés et des gens du terrain et des gens même de Clang, les résultats ne permettent pas, sont très très confortables pour faire de la pré-production, mais ne permettent pour l'instant absolument pas de se passer d'une conformation avec une configuration ELISA, même si elle est plus petite en dimension que la configuration finale. On ne peut pas aujourd'hui, les outils ne sont pas assez précis pour qu'on soit capable de réellement entendre ce qu'on va obtenir avec une configuration ELISA via un encodage binaural. Mais s'il y a des passerelles, à chaque fois, il faut rajouter un outil. Ce ne sont pas les mêmes outils. Et SPAT, c'est pareil, tu disais toi-même qu'il y a différentes propositions et ce n'est pas le même outil qu'on utilise pour faire du binaural ou pour faire... voilà. Et on n'a pas parlé d'ambisonique et toutes ces choses-là. Enfin bon, il y a plein de choses qui existent. Là, c'est une utilisation très spécifique de l'encodage binaural, adapté au sujet de la conf qui étaient les retours. D'autres questions peut-être? Je vous ai assommé en fait là. Voilà. Les fonctions de transfert, c'est censé être particulier, c'est censé être relatif à chaque personne. Excellente question. Est-ce qu'il y a un moyen d'ajuster ce paramètre si ça marche pas? Excellente question. Actuellement, il n'y a pas de moyen. Enfin, il n'y a pas de moyen. Disons que dans une solution comme Clang, il n'y a pas de moyen. Dans des solutions... Alors, on va peut-être préciser, expliquer la question. On n'est pas deux à avoir les mêmes formes de pavillons d'oreilles. On a tous des oreilles différentes, parfois très très différentes. Donc, par définition... les fonctions de transfert, les miennes, ne seront pas les mêmes que les vôtres, que les vôtres, que les vôtres, que les vôtres. Il y aura des différences. Donc, comment est-ce qu'on peut construire un processeur qui va fonctionner avec tout le monde? Uniquement en faisant un compromis, en faisant un moyen-âge. On mesure un certain nombre de fonctions de transfert, 10, 100, 1000, je ne sais pas. Et après, on se dit, bah voilà, le compromis, c'est ça. De fait, ça fonctionne avec la plupart. Enfin, j'ai jamais rencontré personne qui m'a dit moi j'entends rien quoi. Pour moi c'est mono, ce son-là, je n'entends rien. J'ai jamais rencontré ce genre de personne. C'est clair que l'évolution dans tout ce qui est binaural, ça s'adapte à ce qu'on vient de dire ici, mais ça s'adapte aussi à tout ce qui peut se passer en binaural. L'étape suivante, ça va être une génération de fonctions de transfert personnalisées. C'est-à-dire passer par un outil, chacun d'entre nous ira dans on ne sait pas encore quoi, sans doute un endroit où on fait des mesures audio, et puis sera scanné pour définir ses propres fonctions de transfert. Et on aura tous un fichier qu'on sera capable de rentrer dans le processeur, mais aussi parce que le binaural est pas mal utilisé pour générer des sons de jeux vidéo, des choses comme ça. Donc dès lors qu'on utilisera un encodeur binaural, on pourra dire, bah, tiens, je vais chercher mes propres fonctions de transfert et je renseigne le processeur pour que ça soit optimisé par rapport à mes formes de pavillons d'oreilles. Donc c'est très très bonne question. Et il y a déjà certains plugins Max for Life qui permettent ce genre de... Absolument. C'est plutôt une moyenne pour des enfants, des femmes, des hommes, etc. Mais ça permet d'affiner ces paramètres-là. Absolument. Mais c'est plutôt
Là, on reste dans des solutions. Un enfant pourrait s'en servir, quoi. Il joue avec. Vous verrez la démo. N'importe qui peut s'en servir. Quand on bascule sur des solutions type Mac, ces choses comme ça, on est un petit peu dans la recherche. On est déjà dans quelque chose de beaucoup plus élaboré, quand même, à mon avis. Hein. Mais ça existe, oui, bien sûr, ça existe. Ouais. Et peut-être que scanner l'oreille au sens physique du terme suffira pour un scan 3D, hein, pour définir des HRTF, je ne sais pas, on en viendra. Ça existe déjà, hein, des scans d'oreilles, mais ce n'est pas répandu. Et ce qui est important, c'est de comprendre que ces solutions fonctionnent sans avoir à s'occuper de tout ça. Ça fonctionnera sans doute beaucoup mieux plus tard, mais pour l'instant, ça fonctionne sans avoir à s'occuper de tout ça. D'autres questions ? S'il n'y a pas de questions, vous pouvez, pour ceux que ça intéresse, flasher ce code, ça existe. La démo existe dans tous les domaines. Merci. La démo existe dans tous les systèmes. Et vous allez pouvoir vous amuser comme des petits fous, gratuitement, sans inscription, sans rien, avec un multipiste fait par Clang, évidemment. Merci à toutes, merci à tous pour tout ça. Si vous avez des questions, je reste dans le coin encore 10 minutes. Et n'hésitez pas à essayer tout ça. C'est sans doute quelque chose qui sera utilisé fréquemment dans les prochaines années. Bonne journée, bon salon.